Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la baisse de la fréquentation des cinémas parisiens et franciliens, alors que le cinéma souffle ses 130 bougies et que le monde du cinéma est célébré à Cannes en ce moment même. Le mois d'avril a accusé la fréquentation la plus basse jamais enregistrée au XXIe siècle. Fermeture de cinéma historique, augmentation du prix des places de cinéma, concurrence des plateformes évidentes de streaming et puis ces créations de concept de cinéma ultra luxe. Alors le cinéma français est-il durablement en crise? Eh bien on va faire le point avec nos invités en plateau dans une minute. En culture, la résurrection de la star hollywoodienne Vivien Leigh dans le mythique rôle de Scarlett O'Hara. C'est au Théâtre de Poche et c'est un portrait et un hommage extrêmement réussi qu'on est très fiers de vous présenter aujourd'hui dans l'émission. C'est tout bon et la chronique gastronomique de Laurent Saloche spéciale Fête des mères. Laurent Saloche vous donne des idées de cadeaux pour vos mamans et vous vous en doutez, elles sont très gourmandes. 11,7 millions d'entrées en avril 2025, c'est le nombre le plus bas, le nombre le plus faible finalement quand on pense à la fréquentation des salles de cinéma. Et c'est vrai sur l'ensemble du XXIe siècle, le cinéma qui fait grise mine, alors même que la croisette cannoise en célèbre les acteurs et la création. Ça paraît un peu paradoxal d'évoquer ce sujet de cette manière-là aujourd'hui, mais on en avait envie. Et puis surtout, on regarde les facteurs importants. On décide de s'intéresser aujourd'hui au prix, à la concurrence des plateformes évidemment, à la fermeture de certaines salles mythiques. Comment expliquer le désamour des Parisiens et des Franciliens pour le cinéma? Y a-t-il vraiment un désamour d'ailleurs? Eh bien, on va en parler avec nos invités en plateau. Axel Wiig, vous êtes auteur spécialiste des salles de cinéma. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en train d'écrire Les Champs-Élysées, une histoire de cinéma, c'est à venir. Vous êtes également co-auteur avec Arnaud Chapuis de Ruitman, l'aventure d'un exploitant à Montparnasse ou encore de Multiciné, Boris Gourevitch, l'homme des complexes. Vous êtes accompagné en plateau de René Bonnel. Merci beaucoup d'être avec nous, auteur et producteur. Axel Wiig, je vais rembobiner un petit peu si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on célèbre évidemment ce cinéma qui fête ses 130 ans. C'est vrai aussi, c'est célébré en ce moment même à Cannes. Quels ont été les marqueurs importants finalement de l'évolution de l'histoire du cinéma et de la manière dont on se l'est approprié donc finalement dans les salles de cinéma? Comment ça s'est matérialisé? Voilà, c'est une longue histoire. C'est une grosse question. Histoire, hein. La salle de cinéma en elle-même est arrivée tard, bien après la naissance du cinéma 1895. Le cinéma est projeté dans des baraques, dans des brasseries, dans des grands magasins même. Ensuite, vous avez des salles en dur qui sont construites. Les premières à Paris, d'ailleurs, sur les grands boulevards, qui est une avenue des cinémas. On est dans les années 1910. Et ensuite, les cinépalaces, dans les années 30, donc des beaux cinémas de prestige qui projettent des exclusivités, toujours sur les grands boulevards et sur un nouveau quartier de cinéma, les Champs-Élysées. Et avant ça, il y a eu évidemment l'arrivée du parlant qui a complètement révolutionné le cinéma, évidemment. Complètement révolutionné le cinéma, qui a incité les circuits, les exploitants à moderniser leurs salles, à accueillir mieux les spectateurs, à s'équiper, à investir. Et après, l'arrivée successive de technologies sur le son, sur les écrans, le cinémascope après-guerre, et j'en passe et des meilleurs, jusqu'aux dernières technologies, l'IMAX ou autres. Aujourd'hui, donc en fait, l'histoire continue de s'écrire. Il y a à chaque fois des innovations, et la salle de cinéma s'adapte à chaque innovation. Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans l'émission. René Bonnel, à partir de quand les Parisiens, les Franciliens font finalement du cinéma une composante de leur loisir? J'allais parler de vie quotidienne, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas de leur loisir, du divertissement. D'ailleurs, il y a dans les mots de Sartre, il parle du rapport, de son rapport au cinéma au début des années 1900, et il indique bien qu'au départ, le cinéma, à la différence des autres arts, est né populaire. Et la bourgeoisie qui préférait le théâtre considérait que c'était, je cite, la distraction des femmes et des bonnes, des enfants et des bonnes, parce que les bonnes emmenaient les enfants de la bourgeoisie, etc. Bon. Donc, et on considérait que c'était un art vulgaire, déplacé, et il est né dans les cafés-concerts, il est né dans des échoppes, il est né dans des cafés tout court. La première projection historique 1895 au Grand Café à l'Opéra. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on sentait une demande, un vrai engouement de la demande populaire,
les classes sociales plus favorisées se sont penchées sur le sujet. On dit, oh, après tout, c'est pas mal. C'est pas si mal, le cinéma. Oui, donc c'est un peu comme les jeux du cirque. C'était populaire au départ. C'est parti de cette base populaire. Base-là, oui, absolument. Et après, petit à petit, et ça a beaucoup évolué, puisque maintenant, ce qu'on appelle les CSP+, c'est-à-dire les cadres, finalement. Oui, les cadres, la grande et moyenne bourgeoisie est surreprésentée dans la fréquentation. Donc, pour des raisons liées au prix, une foule de raisons que je ne vais pas développer ici. Vous avez été à l'initiative de la première chaîne, finalement, de cinéma. Ah ben oui, Canal+, oui. Qu'est-ce que ça représentait à l'époque, quand vous avez construit justement ce projet? Est-ce que vous vous êtes dit que vous preniez un risque? Au contraire, vous répondiez à une demande? Ah non. Comment est-ce que vous avez vu les choses? J'étais un tout petit peu inconscient à l'époque. Mais visionnaire. Non, visionnaire, ce serait prétentieux. Mais c'est vrai qu'il n'existait pas de modèle comme ça. Il y avait une chaîne au Canada qui s'appelait First Choice, et une chaîne allemande qui n'était pas développée, qui s'appelait TV Club. Et donc, il a fallu tout inventer. Et non, j'étais un peu inconscient, parce que quand le président d'Havas m'a demandé de venir m'occuper de ça, il m'a dit cette phrase, dont je me souviendrai longtemps. On ne comprend rien à ces gens du cinéma, on ne sait pas ce qu'ils veulent, il faut qu'on négocie, pour qu'on négocie nos prix avec eux, et qu'on négocie surtout la date à laquelle on va pouvoir commencer à diffuser les films, c'est-à-dire 1 an après la sortie salle. Or, à l'époque, c'était 2 ans pour les films coproduits par les chaînes et 3 ans. Alors là, ce n'est pas les logiques qu'on connaît aujourd'hui. Non, mais je peux vous dire que ça a été une grande bataille. Et après, évidemment, puisque j'étais le premier historique recruté par Rousselet, et ensuite est arrivé un certain nombre de personnes, et dans le courant de l'année, Pierre Lescure, et on a fini par avoir un premier accord. Voilà. Et on avait un deuxième problème, c'était que les Français étaient habitués à payer la redevance. Il y avait 3 chaînes, en noir et blanc, non, il y en avait une déjà en couleur, et donc, pour eux, je paye tant, et puis j'ai ce que je veux. Je consomme. Voilà. Tandis que là, il s'agit de dire, écoutez, non, vous allez payer 120 francs à l'époque par mois, ce qui fait que les attaques politiques sont venues de tous les bords. La gauche disait, c'est la chaîne des riches, et la droite disait, c'est la chaîne de Mitterrand. Bon, donc à partir de là... C'était un contexte compliqué pour faire finalement, et laisser une place de choix au cinéma. Oui, aussi. maintenant, les abonnements, c'est rentré dans les mœurs. Oui, mais avant, je vous assure, il a fallu qu'on fasse toute une campagne pour expliquer pourquoi c'était bien de s'abonner, avant de parler du contenu. Justement, pourquoi c'est important le cinéma? Déjà, vous parlez des abonnements. Maintenant et c'est peut-être une partie du problème d'ailleurs quand on parle de la fermeture des salles de cinéma. Non, on voit les pas forcément. Non, pas forcément. Moi, je suis pas de cette justement, ça les participe plateformes et tout ça, c'est au contraire, ça ne fait que renforcer, mais ça ne fait que renforcer la segmentation de la fréquentation. D'accord. C'est-à-dire que les pratiques culturelles se cumulent. Plus j'ai de plateformes pour ma famille et mes enfants, et plus on a envie d'aller au cinéma, ne serait-ce que pour rompre avec le cinéma des plateformes. Parce qu'on est habitué à la diversité culturelle. C'est-à-dire que la substitution pure et simple, elle se fait par le pouvoir d'achat, ce qui explique... Ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, à 10 €, 20 €, 30 €, etc., à la fin, il y a des limites. Tout d'un coup, Oui, puis le pouvoir d'achat des Français se contracte. Donc il faut faire des choix, évidemment. C'est la culture qui est souvent, une variable. Donc, si vous voulez, le cinéma, c'est ce que Bataille appelle la part maudite, c'est-à-dire c'est le besoin absolu de rêver. C'est-à-dire quand vous êtes dans une salle de cinéma, d'abord, je ferai remarquer que votre regard est dans le même axe, même se projette comme la projection. C'est-à-dire qu'elle est dans votre dos. À la télévision, elle vient vers vous, l'image. Ah, c'est vrai. Et ça change tout. Parce que, au sens analytique du terme, vous vous projetez. Et en plus, vous êtes très passif dans une salle de cinéma. Même les gens qui vous sont très familiers, vous êtes content d'être avec eux, mais en même temps, vous regardez un spectacle, chacun dans son alvéole. Et en plus, vous êtes dans l'hypnose un peu. Bon, vous avez besoin de vous émouvoir. Et vous êtes dans une situation grégaire, c'est-à-dire la foule pousse à la grégarité, à la collectivité, la collectivisation des émotions. Voilà. La collectivisation des émotions, voilà. C'est joli pour décrire cette expérience qu'est celle vécue par les spectateurs d'une salle de cinéma. Une réaction, Axel Wiig? Alors, une réaction, ce que vous dites est très juste. Les premiers architectes de cinéma dans les années 10, puisque avant c'était dans les foires, c'était dans les théâtres, et les salles de cinéma étaient en U
sur le même modèle que les théâtres. Et les premiers architectes de cinéma ont théorisé la salle du cinéma en faisant en sorte que le regard, qu'on soit face à l'écran et non pas tourné et de côté où on se peut tordre le cou. Vous savez ce qu'on dit, s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Exactement. Donc c'est un peu ça le cinéma. Et pour revenir, effectivement, la projection vient de derrière. Et certaines salles maintenant de moins en moins, puisque les écrans LED dans certaines salles de cinéma, c'est assez impressionnant en fait d'un point de vue technologique. Il n'y a plus de cabines de projection et personne ne s'en rend compte. C'est-à-dire que vous allez dans une salle de cinéma avec un écran LED géant, personne ne se retourne pour voir s'il y a une cabine de projection. Parce que le résultat est le même, on est bluffé. Parce que le résultat est sensiblement le même. Après, ça dépend pour certaines personnes. Mais d'abord, c'est une petite partie. Petite partie pour l'instant. Quand ça va se généraliser, c'est que je pense que la collectivité est éduquée à ce mécanisme de projection. Alors même si elle ne voit plus le faisceau lumineux derrière elle qui va se catapulter sur l'écran blanc, il y a quand même cette idée que on est dans une espèce de communion collective, passif. Et d'ailleurs, et à rêver, parce que je ferai remarquer que les gens, quand ils vous parlent d'un film, ils emploient beaucoup le vocabulaire onirique. Je ne suis pas entré dedans, comme d'un transport, j'ai décroché. C'est vrai ? Tout ce qui relève du transport. Et alors vous êtes content quand et c'est l'endroit aussi où on peut s'ennuyer le plus. Parce que vous êtes comme dans une... s'endormir. Hein. Oui, ça, vous pouvez toujours vous échapper dans le sommeil. Mais en même temps, vous dites c'est idiot, il faudrait que je voie. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Vous n'êtes pas venu là pour dormir quand même. Bon. Et donc, vous êtes comme dans la situation de quelqu'un qui est sur un quai de gare et qui voit les trains passer et qui n'arrive pas à rentrer dans le train, quoi. Donc il les regarde passer, bon. Ce qui génère énormément d'ennuis. C'est l'endroit où on s'ennuie le plus. Vous trouvez ? Oui, Le cinéma, c'est l'endroit où on s'ennuie le plus. Quand vous n'entrez pas dedans. Oui, d'accord. Ça dépend du film. Mais effectivement, vous pointez l'idée de communion. La salle de cinéma, en l'espèce, a encore et aura. C'est pour ça que la salle de cinéma a son avenir par rapport aux plateformes. Il y a une expérience, puisqu'on parle beaucoup du mot expérience, il y a une expérience de la salle de cinéma que jamais vous ne retrouverez sur une plateforme. Par la communion, l'idée d'être tous ensemble, et par les technologies effectivement qui arrivent, le confort des salles, et aussi les films que nous avons en salle, les films qui arrivent. Il y a énormément de films qui sont calibrés pour le cinéma et pas forcément pour les plateformes. Justement, vous le dites tous les deux, finalement, c'est cumulatif. Donc, c'est 9 millions d'utilisateurs en moyenne qui consomment ces services de vidéo à la demande. Ce chiffre qui inclut des plateformes célèbres, Netflix, Prime Video, Disney+, et tous les autres services qu'on connaît évidemment. Près de 6 Français sur 10 qui ont au moins un abonnement à une plateforme de streaming. Et tous les deux, vous m'affirmez que c'est pas à cause de ça que les gens vont moins au cinéma. Non, il y a une autre chose. Vous n'avez pas le même rapport à une image projeté, on va dire projeté, dans le noir, dans une attitude grégaire, dans une espèce de nuit générale qui vous protège quelque part, qui vous permet de fantasmer à l'aise, qu'avec une image qui vient face à vous. Une image de télévision, qu'elle soit par support d'abonnement, etc., elle est froide, elle vient vers vous, et vous avez le sentiment, vous pouvez faire ça à l'arrêter, repartir, vous pouvez aller c'est vrai. On a le contrôle sur cette image, finalement. Vous avez le pouvoir sur cette image. Alors, où vous êtes pris et vous ne voulez pas, etc., mais vous avez le pouvoir. C'est qu'au cinéma, on est coincé. Vous êtes coincé, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous lever et partir. Peu de gens le font, parce qu'ils ont simplement, j'ai payé, peut-être que la deuxième partie est plus intéressante. Vous savez que ça m'est arrivé récemment encore, une salle qui s'est vraiment vidée. Oui. Pour un film, et j'ai été très surprise du courage finalement des personnes présentes, parce que je me dis qu'il faut quand même du courage pour réussir à se lever dans une salle de cinéma et en effet se diriger vers la porte. J'aimerais qu'on assiste et qu'on discute de justement ce à quoi on assiste en ce moment, ces transformations du paysage et de ces salles de cinéma, et notamment de ces fermetures importantes. Je pense à des cinémas mythiques qui ont fermé, notamment sur les Champs-Élysées, l'UGC Normandie, il y a le Gaumont aussi, parce que tout simplement c'était plus rentable. Ça, on doit s'habituer à des configurations de ce type ? Alors, pour les Champs-Élysées, il y a un problème. Pour les Champs-Élysées, effectivement, il y a un sujet, puisque le Gaumont-Marignan sur les Champs-Élysées et l'UGC Normandie étaient tous les deux sur les Champs-Élysées. Et en fait, depuis quelques années, depuis des dizaines d'années déjà, les Champs-Élysées sont moins attractifs pour les Parisiens, bien sûr. pour les banlieusards, et c'est multifactoriel.
Ce n'est pas le cinéma le problème, c'est l'avenue et la manière dont elle décompose son offre. C'est certainement l'avenue, c'est certainement le spectateur parisien et le promeneur parisien qui ne se rend plus sur les Champs-Élysées, qui va se rendre effectivement dans les grands multiplexes, pour ne pas les citer, des Halles ou de l'Est parisien, par exemple. En tout cas, il y a eu un report, si vous voulez, de cette fréquentation dans d'autres quartiers. Et surtout, dans la banlieue. La banlieue parisienne s'est fortement équipée de multiplexes très confortables. Et par rapport à il y a des dizaines d'années où il y avait une notion d'exclusivité, tout à l'heure vous parliez de la chronologie des médias. Il fut une époque où il y avait une chronologie des sorties des salles, c'est-à-dire vous aviez un film qui sortait dans une poignée de salles en exclusivité. D'exclusivité. Exactement, sur les grands boulevards et sur les Champs-Élysées. Et ensuite, une semaine, 2 semaines après, elle sortait en sortie générale ou en seconde exclusivité dans d'autres salles. Donc ça créait l'événement, c'était des sortes de happening, enfin je caricature un peu. C'est une sortie segmentée qui s'adaptait aux classes sociales. D'accord. Exactement. Vous avez l'exclusivité où le ticket était très cher, enfin, entre guillemets. Ensuite, vous aviez la sortie générale, on élargissait, et après le cinéma de quartier. Et il pouvait se passer 3 à 4 ans. Maintenant, c'est fini. Ça paraît complètement dingue aujourd'hui. C'est de la préhistoire. Et maintenant, le même film sort partout en même temps. Donc, des salles des Champs-Élysées où plus personne ne va ne tiennent plus. Il n'y a plus de fréquentation, il y a l'augmentation des loyers. Il y a moins d'avantages compétitifs, concurrentiels. Enfin, il y a une autre raison plus banale, c'est que les loyers sur les Champs-Élysées, concurrencés par les grandes marques de luxe, etc., deviennent inabordables. Ça devient inabordable. Et c'est au moment du renouvellement des bails que la plupart du temps, comme l'UGC Normandie, que décide de ne pas signer finalement. Ils disent c'est pas possible parce qu'on ne pourra pas... Exactement, puisqu'il faut savoir que le Marignan, qui a été inauguré en 1933, et le Normandie en 1937-1938, n'étaient pas propriétaires de leurs murs. Ils n'étaient que locataires. Et effectivement, un des facteurs de la fermeture des salles sur les Champs-Élysées, c'est aussi l'augmentation des loyers. Le Rex sur les grands boulevards, la famille Hellman est propriétaire. Et ça se passe différemment. Et oui, et puis après, ils ont aussi recomposé un peu leur offre. On en reparlera tout à l'heure. Mais ils ont su s'adapter parce qu'il y avait des choses à faire. Mais ça leur donne une moins grande vulnérabilité. Vous avez raison. Ils peuvent décider une année, de ne pas payer le loyer s'ils sont en difficulté. Or, c'est une salle qui marcherait très bien. Hein. Est-ce que malgré tout, ça a un impact sur l'image générale qu'on se fait du cinéma? Parce qu'on entend parler de ces fermetures, on sait que ce cinéma mythique qu'est le Normandie a fermé sur les Champs. Est-ce que ça imprime finalement dans l'imaginaire collectif ou est-ce que c'est assez anecdotique finalement ces fermetures? Alors, effectivement, ça imprime parce que c'est des cinémas que beaucoup de Parisiens ont fréquentés. Puis qui ont une histoire incroyable. Qui ont une histoire. Et qui ont aussi une histoire personnelle chez beaucoup de spectateurs qui se rendaient sur les Champs-Élysées, au Normandie, au Marignan. Mais ces mêmes spectateurs n'y retournaient plus, en fait. Donc effectivement, on cristallise... Quant à leurs enfants, ils s'en foutent complètement. Hein. Et leurs enfants ne vont plus sur les Champs-Élysées, ils vont dans des multiplexes. Ils vont beaucoup moins au cinéma, surtout. Ils vont moins au cinéma et ils vont dans des multiplexes parce que les multiplexes ou les grandes salles rénovées ont un confort de projection qui correspond aux usages actuels. Je ne vais pas forcément dans un cinéma, je vais dans un multiplex, j'ai un choix de films et je sais que les salles sont gradinées, les projections sont impeccables. Oui, je comprends. Pardon, excusez-moi. Et maintenant qu'on va dans les salles, on peut prendre des abonnements. Oui. Il n'y a plus une immense différence entre je prends un abonnement au circuit UGC, au Gaumont, ou Pathé, etc., ou Carmis, et puis, en fait, j'ai... un panel comme quand vous zappez. Comme à la demande à la maison. Exactement. J'aimerais vous faire réagir suite à la déclaration de Guillaume Esmiol, directeur délégué du marché du film de Cannes. Le cinéma indépendant est fragilisé par la baisse de la fréquentation dans les salles. Est-ce que ça, c'est vrai, par contre? Non, mais attendez. Je vais... Bien sûr que le cinéma est indépendant et fragilisé. Mais c'est toute la structure qui est fragilisée. Et sur cette notion de baisse de la fréquentation, j'aimerais vous faire donner quand même une information qui peut faire revoir tout ça. Il y a eu le Covid, d'accord? Le Covid, la fréquentation dans le monde s'est effondrée, les fermes. En France, on est passé de 213 millions en 2019 à 60 millions en 2020, 120 millions en 2021... Et ça s'est bien redressé, 170 et 180, voilà le truc. Donc, la France s'est caractérisée par le fait qu'elle s'est redressée beaucoup plus vite que les autres cinématographies.
Par ailleurs, quand on dit ça a chuté de temps par rapport à 2019, etc., au cinéma, prendre une année de référence n'a pas de sens. Pourquoi? Parce ça dépend du cru? Non, c'est simplement parce qu'il suffit qu'à la fin de l'année, une compagnie, un distributeur français, européen ou américain disent le film ne sort pas en novembre, il sortira en février, et que ce film avait un potentiel de plusieurs millions d'entrées, ça bouleverse. Ça bascule. Alors, comme ceci se compense d'une année sur l'autre, donc autant prendre des moyennes. Et si vous reprenez... Donc ça permet finalement de revoir un peu différemment, de comprendre différemment ces chiffres, en tout cas. Moi, je me souviens, j'ai gagné tous mes paris, pardon, c'est pas très modeste ce que je dis, mais tout le monde dit « Oh là là, c'est une catastrophe ». Alors moi, je vous dis, et je leur ai fait des prévisions d'entrée. Alors ça vous paraît ridicule, mais je vous jure que c'est vrai. J'ai dit, vous oubliez l'année 2020 parce que c'est hors norme. Ce sera une mauvaise année. Et j'avais pris un indicateur que personne ne prenait. J'ai dit, et à 1 million d'entrées près, j'ai anticipé toutes les données. Bon, donc pourquoi? Un indicateur de prédiction dans le cinéma, il faut... Non, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, ni une espèce d'illuminé mythomane. Simplement, ce que j'ai pris un autre indicateur. Lequel? Lequel, c'était ce qu'on appelle la population cinéma. C'est-à-dire que dans les statistiques de cinéma, on vous donne en même temps le nombre de gens ou le pourcentage de la population qui est allé au moins une fois dans l'année au cinéma. On appelle ça la population cinéma. Okay. Bon. Donc, dans les années 50, je suis obligé de remonter si loin, la pointe de la fréquentation était 57 avec 412 millions d'entrées. Et en face, il y avait la population cinéma, le pays était rural, était que de 50%. Alors, il y avait 50% des Français qui n'allaient jamais au cinéma, et les 50 qui restaient arrivaient à y aller pour l'équivalent de plus de 400 millions d'entrées. Vous prenez maintenant la situation actuelle, vous avez la moitié d'entrées, d'accord? Or, et le paradoxe, c'est que vous regardez la population cinéma, elle n'est pas de 50%, elle est des 2/3. D'accord. C'est-à-dire que les 2/3 des gens sont allés au moins une fois. Donc cette population, ce bassin s'agrandit. Oui, exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le désir de cinéma s'est intensifié. Le désir s'est intensifié, c'est vrai. Oui. Mais il y a un facteur qui est important, c'est celui du prix. 7 spectateurs sur 10 disent renoncer à aller au cinéma, même s'ils en meurent d'envie, et je reviens sur le désir d'envie d'aller au cinéma, parce que c'est trop cher. Alors, là, je pense qu'on cristallise, c'est comme on cristallise sur les cinémas premium ou autres, c'est trop cher. Non, le prix moyen d'une salle de cinéma en France, les abonnements compris, les tarifs réduits et autres... Les réductions diverses. Les réductions, c'est 8 €. Même pas, les dernières statistiques, c'est 7,40 €. C'est moins de 8 €. À Paris, on en est loin, pardon. À Paris, Paris est une ville bourgeoise, donc certains cinémas bourgeois sont plus élevés. On parle des salles premium, mais les salles premium, en fait, ne représentent que très peu du parc de salles. Et ça ne tire pas les prix des autres vers le haut? Non. Non, à l'heure actuelle, non. Alors, je me suis listée quand même, ces salles haut de gamme, vous avez raison, et elles sont identifiées comme telles. Le Grand Rex, c'est sa salle Infinite, 18 €, Pathé Parnasse et ses salles premium 19,90, le MK de Nation et c'est Love Seat, c'est pour être en amoureux 12,9, le Pathé Beaugrenelle et son écran à 270 degrés 19,2, Pathé Palace et ses cocons qui sont très luxueux 25 €. 25 €. Alors là, il y a plusieurs points. Effectivement, il y a des salles premium au sein de multiplex avec une technologie IMAX, 3D et autres qui sont plus élevées que les salles, entre guillemets, plus standardisées. Donc on paye en fait on paye du service. On paye une technologie, on paye un confort de spectateur, on paye un environnement aussi. Voilà, on paye un environnement, on paye... il y a plus de valeur, donc on paye plus. Et 25 €, c'est le prix d'une place de théâtre à Paris. Dans le poulailler, alors. Non, attendez. Si, je vous assure qu'il y a des places... 25 €, c'est un cinéma sur les grands boulevards, le Pathé Palace, qui a effectivement valorisé très fortement ses salles. Ultra luxueuses. Ultra luxueuses. Et son écrin, c'est un monument historique. Je rappelle que c'est l'ancien Paramount Opera qui, déjà dans les années 30, en fait, était un cinéma premium. Il était déjà plus cher que tous les autres cinémas des grands boulevards. Il a toujours été plus cher, donc. Pourquoi? Parce que c'était un cinéma bourgeois. Déjà, vous en avez parlé tout à l'heure, et qui passait des films en première exclusivité. Donc,
on payait plus cher donc ça pour fait avoir partie de plus l'ADN de confort. finalement de ce cinéma. Certainement. Et donc là, il a été restructuré par un grand architecte, Renzo Piano. Le confort est optimal, le confort de projection, le confort de spectateur. Vous pouvez boire un verre de vin. Donc, bon, tout ça se paye certainement. On cherche des gens qui ont un pouvoir d'achat élevé et qui peuvent développer des dépenses autour de la place de cinéma. Exactement. Mais ça ne concerne, qu'un seul cinéma ou quelques cinémas premium. C'est pas du tout représentatif de tous les cinémas. Pour les autres cinémas n'ont pas augmenté leur prix alors. Donc c'est une sensation. N'ont pas forcément augmenté à hauteur de 25% leur prix. Okay. Vous avez un étudiant à Paris peut avoir une place à 6 €, 8 €. Le cinéma reste un art populaire, reste très accessible par rapport à tous les autres arts. Oui, mais il faut choisir sa séance et autres. Pourquoi on a ce sentiment? On n'a pas ce sentiment parce que d'abord il y a quand même cette bonne guerre, les gros professionnels qui réclament parce qu'ils veulent toujours quelques avantages, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais d'abord il y a le prix affiché, d'accord, temps, machin, etc. Puis vous avez toutes les réductions. Les seniors, les familles nombreuses, les étudiants, les chômeurs, etc. C'est pas un hasard si la moitié de la fréquentation française, en 2024... Ce sont des gens qui bénéficient de réductions? Non, ce sont ce qu'on appelle les inactifs, c'est-à-dire les chômeurs, les étudiants et les seniors. Bon, donc tout, ça montre bien qu'il y a ce qui pose un autre problème d'ailleurs, parce que la population de cinéma vieillit plus vite que la population française. Mais ça, c'est notre sujet. Mais, et puis par ailleurs, les exploitants qui sont très proches du public savent très très bien qu'ils peuvent pas, ils aimeraient pouvoir baisser. Puis vous avez les abonnements. C'est pas rien, les abonnements. Oui, les abonnements qui sont pour le coup très avantageux. Extrêmement avantageux. Dès lors qu'on va beaucoup au cinéma, et qui participent à la fréquentation des salles indépendantes, puisque les abonnements acceptent. Le mot de la fin. Oui. Donc dans le quartier latin, par exemple, il y a beaucoup de salles qui acceptent les cartes des grands circuits UGC et Pathé, et il y a beaucoup de salles indépendantes qui bénéficient de cette population-là. Avec des initiatives aussi, je le précise, comme le Printemps du cinéma, qui sont autant d'occasions de retourner au cinéma pour ceux qui n'y ont pas mis les pieds depuis un moment. On est dans la séquence Cannes, alors c'est vrai que c'est aussi l'occasion de se rappeler que le cinéma, c'est un art qu'il faut mettre à l'honneur. Et puis, je le précise, mais ça sera l'un des thèmes de Nuit Blanche à Paris, l'événement qui est organisé tous les ans par la mairie de Paris. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé de cette fréquentation cinéma à Paris, en Ile-de-France, et puis d'être revenu aussi un peu sur l'histoire de ce cinéma, notamment parisien et francilien. Je vous remercie. On passe tout de suite à l'entretien culture. Le théâtre de poche ressuscite une star hollywoodienne, l'inoubliable actrice d'Autant en emporte le vent. Celle qui s'est glissée dans la peau de Scarlett O'Hara, c'est Vivien Leigh. Elle renaît dans le texte de Marcy Lafferty, la dernière conférence de presse de Vivien Leigh que Caroline Siol a courageusement adaptée et qu'elle joue maintenant avec passion et gourmandise, il n'y a pas d'autre mot. On va en parler avec vous, évidemment, sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être ici. On est absolument ravis de vous recevoir. C'est vrai qu'on connaît tous ce grand classique en Autant en emporte le vent. J'ai envie de savoir comment vous avez découvert ce texte de Marcy Lafferty. Comment vous vous êtes dit que vous aviez envie de vous l'approprier, de le traduire, d'en faire quelque chose? C'est une agent littéraire qui a pour habitude merveilleuse, quand elle a un texte qui lui plaît plus que les autres, elle me l'envoie. D'accord, donc vous l'avez redécouvert comme ça. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Et en fait, moi j'ai toujours refusé les rôles d'actrice parce que je trouvais que ça ne sonnait jamais vrai, sincère, ça ne me plaisait pas. Et donc là, quand j'ai lu ce texte, tout à coup, je me suis sentie un peu chez moi. J'ai ressenti, à votre place, hein. Oui, à ma place, je ne sais pas. Oui. J'ai ressenti que tout était profond, tout était vrai. On parlait de notre métier d'une manière qui était essentielle. C'est ça qui vous a le plus ému, ce qui vous a plu, qui vous a décidé à vous embarquer finalement dans cette aventure? Au départ, oui. Et puis après, on a fait connaissance, Vivien Leigh et moi. C'est cette rencontre dont j'ai envie de parler. Voilà. Ça a été une rencontre forte. Voilà. Et cette connaissance est venue petit à petit, parce que j'étais un peu comme tous les Français, totalement ignare sur la carrière de Vivien Leigh, enfin, à part 2-3 choses très connues. Et j'ai découvert cette femme, cette vie,
cette femme qui s'est perdue dans l'actrice qui s'est perdue dans la femme. Oui, on ne sait plus trop où est la frontière. Hein. Elle non plus. et elle m'a de plus en plus bouleversée. Vous avez senti une connexion particulière? Est-ce qu'on peut parler de connexion comme on peut en avoir, comme dans les rencontres de la vraie vie, du quotidien? Oui, tout à fait. C'est maintenant une grande amie. Et tous les soirs, j'essaye de... Surtout, elle avait une chose que j'ai redécouvert, disons, en plus de Autant en emporte le vent, dans tous ses autres films, c'est cette émotion qui lui collait à la peau, qu'elle portait comme un parfum, et qui, pour moi, est la qualité essentielle de notre métier, quand même. C'est de savoir donner de l'émotion, puis d'en avoir, et donc derrière d'être capable de ressentir les choses. On va parler un peu d'elle, quand même, parce que moi, je trouve que c'est une femme formidable, vous avez raison de le rappeler. Elle est née en Inde, elle voulait faire du théâtre et pas du cinéma. C'est donc un très bel hommage que celui que vous lui rendez sur scène. Femme de tête quand même, tempérament de feu, on peut le dire. Une histoire d'amour assez incroyable aussi avec Laurence Olivier. 2 Oscars, décédée très jeune. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a traversé le pire? Parce que comme ça, c'est pas évident, hein. Qu'elle a traversé le pire? Oui, qu'elle a vécu des moments difficiles. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle a été au bout de ses rêves, mais à un prix très très lourd. Elle en a payé le prix élevé. Elle a payé un prix assez important, puisqu'elle a perdu le grand amour de sa vie, qui est parti. Elle a été malade, mais même quand elle était très malade, il y a des anecdotes qui sont extraordinaires quant à son énergie, à la foi dans ce qu'elle faisait jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire qu'elle était soignée vers la fin de sa vie avec des électrochocs, ce qui à l'époque était le seul médicament qu'on avait contre la maniaco-dépression, qui est maintenant la bipolarité plus à la mode. Mais c'est ça, hein, finalement. Aujourd'hui, on peut dire, hein, c'est un trouble bipolaire. C'était tout à fait ça. Et donc, à l'époque, on soignait ça par des électrochocs. Et on peut imaginer dans quel état on en sortait. Et le soir même, elle jouait. Hein. Elle jouait Tovarich. C'était une comédie musicale. Et elle a encore eu un Tony Awards pour ça. Et donc, c'est inimaginable. Quand on sait justement ce qui se cache entre les lignes, on se rend compte encore plus, j'imagine, de son potentiel d'actrice et de comédienne, parce que c'était aussi, évidemment, une comédienne. Je jouerai Scarlett, je suis Scarlett, ça ne peut pas être autrement, puisque je l'ai décidé. Est-ce que ça, c'est peut-être l'essence de tout ? Oui, dès le départ, elle avait une volonté insensée qui tenait de l'inconscience. Tout à fait. Totalement. Mais d'ailleurs... Puis très fonceur, quoi, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont réalisé. Tout à fait. Et parce qu'elle a quand même coiffé au poteau toutes les stars de Hollywood. Ouais, la guerre était rude hein, pour ce rôle-là. Depuis 2 ans, toutes les stars avaient passé des essais. Et puis tout d'un coup, c'est une histoire tout à fait vraie. Elle est arrivée sur le plateau pendant le tournage de l'incendie d'Atlanta. Elle dit le reflet du brasier éclaire mon visage. Je suis tout à fait consciente de l'effet produit. Exceptionnel. Et ça a marché ? Et 1 heure après, je faisais des essais devant le metteur en scène, Georges Cukor. Donc c'est merveilleux, parce qu'en même temps, on ne peut pas être aussi fragile et avoir une énergie et une force vitale aussi puissante. Aussi puissante. Est-ce que vous diriez qu'elle a quelque chose, indépendamment de la séduction qui peut exister, de la manière dont on sait prendre les gens, de ses émotions qu'on sait maîtriser, avec lesquelles on joue, de cette palette incroyable qu'elle a quelque chose d'hors du commun, finalement, cette femme? Oui, je pense qu'elle avait quelque chose, sûrement... Les fées s'étaient penchées sur son berceau, évidemment. Bon, d'abord, elle avait cette beauté insensée qui n'est pas du tout la mienne, mais ça fait rien. Ça, c'est faux. C'est de la fiction. Je ne peux pas vous laisser le dire. C'est de la fiction. Mais elle avait des qualités tout à fait exceptionnelles. En même temps, elle dit que elle a travaillé d'une manière acharnée, parce qu'elle avait une voix aigrelette quand elle était jeune, et donc au théâtre, qui était l'amour de sa vie après Laurence Olivier, ou avant, j'en sais rien.
disons en même temps. Elle jouait au théâtre et sa terreur, c'était qu'on ne l'entende pas, parce qu'elle avait une petite voix. Et quand on joue Shakespeare, je pense qu'il faut avoir une voix qui tonne, qui résonne. Une voix qui résonne. Et donc, elle a travaillé, c'est vrai. Les choses lui sont arrivées toutes crues ou toutes cuites, je ne sais pas. Mais en même temps, elle n'a jamais cessé de travailler. Et c'est ce que vous faites aussi tous les soirs où vous êtes sur scène. Je trouve que vous êtes absolument formidable dans ce rôle. Ça m'a beaucoup ému parce qu'on vous sent extrêmement ému aussi. J'ai envie qu'on regarde quelques images et puis on continue la discussion ensemble, évidemment. Vous regardez pas? D'accord, je vous comprends. On regarde ça. Qui est Vivienne Lee? Vivienne avec un E. Le monde entier se souviendra de toi au pique-nique dans ta robe à fleurs vertes. Je veux Vivienne Lee. C'est du théâtre que je veux faire. Je veux une Vivienne Lee. Je déteste Hollywood. Même le climat est ridicule. Je veux une Vivienne Lee jeune. J'ai eu beaucoup d'aventures avec des inconnus. Qui est Vivienne Lee? Non, je n'ai pas peur de la mort, non. J'ai peur de la folie. Larry! Il est seulement 1h du matin! Va t'asperger d'eau fraîche! Hamlet! Larry, c'est Laurence Olivier, mais tout le monde l'a toujours appelé Larry. Ses lèvres sont faites pour être embrassées, madame. Au moins, on se souviendra de moi dans 3 personnages. Scarlett O'Hara, Blanche Dubois et Lady Olivier. Mon cher Marlon Brando. L'autre jour, il me demande pourquoi je mets toujours du parfum. Ben, je vais me sentir bon, Marlon, pas vous. Moi, je ne me lave jamais. Tu as le droit de te mêler de tout ce qui concerne Scarlett O'Hara. Mais ma vie privée m'appartient à moi seule. Je préfère avoir vécu une courte vie avec mon Larry plutôt qu'une longue vie sans lui. Cet humour décapant, cette sensualité qui est partout. Et puis moi, ce que j'adore, c'est qu'elle jure comme un charretier, donc on se marre aussi, franchement. Oui, parce qu'elle n'avait pas du tout le physique à ça. C'est un peu une femme de paradoxe. De paradoxe, oui. Et tout le monde disait qu'elle avait la plus jolie manière de dire « fuck ». Vous le faites très bien, vous le faites extrêmement bien. Donc j'ai traduit ça différemment, je ne vais pas le dire à l'écran, comme ça les gens viendront. Exactement, et ils auront raison. Mais c'était ce mélange de grande classe et puis d'ironie mordante et d'humour c'est vrai que le mot c'est mordant. Hein, oui. Elle est mordante et sur tous les sujets. Je déteste Hollywood, tout y est faux, même le climat. Il est ridicule. C'est peut-être ma phrase préférée. C'est vrai? J'adore. Moi aussi, j'adore. C'est ridicule. Et puis, il y a une chose aussi dont il faut parler, c'est que à l'époque, elle a lutté contre le puritanisme qui terrorisait la société américaine, et c'est quand même assez actuel. Vous trouvez que le sujet revient? Le sujet revient légèrement. Et donc c'est d'actualité aussi d'en reparler dans cette pièce. En tout cas, on peut dresser des parallèles évidents, vous avez raison. Oui. Ça fait un miroir avec la société dans laquelle on est. Elle est émouvante, elle est provoque, elle est rigolote. Et vous, vous irradiez dans ce rôle. On a l'impression qu'il y a quelque chose de presque magique qui se joue sur scène. Est-ce que vous êtes contente de la retrouver ? Je suis très heureuse de la retrouver. Quand vous montez sur les planches, vous vous dites quoi? Que vous embarquez dans une aventure un peu? Non, mais je vais retrouver. Alors, ce qui s'est passé sur cette pièce, c'est d'abord que Anne Bourgeois m'a mise en scène et elle m'a tellement libérée, parce qu'il faut avoir une immense liberté pour faire un seul en scène. Et elle me l'a donné. Elle a lutté, parce que j'étais terrorisée de passer le 4e mur, c'est-à-dire de m'adresser au directement public. Pour au public. Moi, c'était quelque chose de difficile. De très, très, très compliqué. Même sur les décors, c'est très épuré, ça vous laisse toute la place. Voilà. Et donc, j'ai découvert une liberté absolue, et ça, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie. Cette liberté-là que vous avez sur scène, dans ce personnage. Alors, j'imagine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une connexion qui s'est créée avec Vivienne Lee, on ne sait pas forcément l'expliquer, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, je me demande comment on arrive à jouer ces éclats de folie, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, elle souffrait de troubles maniaco-dépressifs, on dirait bipolarité aujourd'hui. Ça s'invente pas, c'est difficile, il faut aller puiser dans quelque chose qu'on n'a pas, il faut le sortir à un moment. Peut-être qu'on l'a un peu. Peut-être tous un petit peu. Et il faut que ça fasse vrai surtout. Comment est-ce que vous avez réussi à rester dans le vrai? Moi c'est ça, pour pas tomber dans la caricature, pas tomber non plus dans ce côté j'imite.
qui aurait été très raté, j'imagine, si on était dans ce registre-là. Comment être sincère. Je crois que pour tout, pour n'importe quelle pièce, pour n'importe quel... Il faut une dose de sincérité dont on ne s'imagine pas à quel point elle peut vous bousculer. Ça vous a bousculé? Ça vous a fait faire des choses que vous ne vous imaginiez pas faire? Oui, je pense. Et sur les éclats de folie, Anne me dit tout le temps, je ne sais pas du tout, il sort ça. Je lui dis, mais moi non plus. Alors allons-y finalement. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie que le public se dise, qu'il redécouvre ce personnage peut-être injustement méconnu, avec beaucoup de stéréotypes aussi qui ont entouré sa carrière? Oui. J'ai envie que les gens disent ce qu'ils me disent tous les soirs. Ils vous disent quoi? C'est-à-dire que souvent ils sortent un peu en pleurant, oui, ça je comprends. Et ils me disent mais on a aussi tellement ri, on a été bouleversés, on a découvert des choses, on apprend, parce qu'on apprend énormément de choses aussi sur toute cette époque, sur les grands films, etc. Et ils me disent, on aurait aimé que ça dure 1 heure de plus. Je dis, vous peut-être, mais moi... Moi non. parce que 1h20, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Et Autant en emporte le vent, c'est quelque chose que vous avez aussi envie que les gens redécouvrent? Ah oui, et tous, quand ils sortent, ils disent, on va le revoir. Mais il y a des fans, il y a des gens qui disent... Ah, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent à dessein aussi. Oui. Et moi, je l'ai revu, évidemment, avant de rejouer, de jouer la pièce. Vous vous êtes dit quoi? Et je me suis dit, c'est magique. C'est magique et elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle dans le rôle de Scarlett O'Hara. Exceptionnelle. Et le film est magique, on comprend tout à fait que ça a eu cette carrière. Qu'est-ce qui est magique? Écoutez, la manière de filmer, oui. L'histoire, les acteurs. Vous savez, cette scène à l'aube, justement, quand elle dit « I shall never be hungry again », tout ça, c'est fort. C'est très, très, très fort. Oui, c'est un grand moment de cinéma. Ah oui, parce que, en fait, et d'ailleurs, je le dis, à un moment donné, je m'aperçois que Scarlett est la plus grande garce que la Terre ait jamais portée. C'est vrai, en fait, c'est un personnage, mais il n'y a que ces personnages-là qui sont intéressants. Qui sont intéressants, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Tout sauf cela dit, Olivia de Havilland est merveilleuse. C'est vrai. En la bonté totale, suprême. On a besoin de cet équilibre, sinon ça fonctionne mal. Oui. En tout cas, on vous encourage de tout cœur à aller découvrir cette pièce magnifique au théâtre de Poche, interprétée par Caroline Siol. C'était un vrai bonheur de vous avoir avec nous, Scarlett O'Hara. En Avignon aussi. Et vous allez au Festival d'Avignon. Voilà, je fais tout le Festival d'Avignon au Petit Louvre. Vous faites bien de le préciser. Un grand merci d'être venu sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et encore toutes nos félicitations. On passe tout de suite à la chronique gastronomique de Laurent Saloche et c'est tout bon. Non, on n'a pas oublié la fête des mères, bien sûr que non. La fête des mères, c'est dimanche prochain, si vous aviez oublié. On se le note dans son agenda et 75% des Français y attachent beaucoup d'importance. Je trouve qu'ils ont raison. Le budget moyen de ceux qui ont prévu un cadeau, c'est 77 €. Alors, on va se tourner vers notre spécialiste, Laurent Saloche, évidemment. Bonjour, et je suis sûre, Laurence, que vous avez des super idées de ce qu'on peut faire avec cette enveloppe et ce budget. Oui, c'est pas modeste. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable. C'est plutôt bien pour une maman. J'allais vous dire un restaurant, parce que moi, épicurienne et pensant à des mères épicuriennes, c'est évidemment l'idée qui arrive en premier. Un étoilé, c'est possible, je tiens quand même à le préciser. Au déjeuner peut-être? Au déjeuner forcément, mais je reparle souvent de Youssef Marbouk, qui est chez Aldéhyde, oui, tout à fait. Qui est le patron d'Aldéhyde, et il propose un déjeuner 2 plats à 35 €. C'est vraiment une belle opportunité, notamment parce qu'il est étoilé et que c'est quand même extrêmement difficile de trouver des prix aussi raisonnables. C'est vrai que c'est hyper honnête. Non, il y en a pas raison de le dire. De tables étoilées qui proposent des prix aussi sympathiques. Alors après, j'imagine qu'il faut un peu ruser. Après, oui, on peut ruser, etc. Donc, allez au restaurant, je ne vous le dirai jamais assez. En revanche, maintenant, il y a un nouveau concept que je trouve assez intéressant parce que souvent, la fête des mères, on offre des fleurs, ce qui est le cadeau le plus courant. J'y reviens, une maman gourmande. Et alors, on pense à associer les deux idées et on se retrouve sur ce nouveau concept qui est les coffee flowers. Okay. Et maintenant, on en trouve de plus en plus. Il y en a un à Levallois-Perret qui s'appelle Fleur de café. Vous en avez un dans le 7e qui est avenue de la Bourdonnais qui s'appelle le 44. Et puis, alors, il y en a un qui est très, très en vogue actuellement, qui est tourné à Saint-Germain-des-Prés, rue du Bac. Et c'est le coffee flower de Cordélia de Castellane. Okay. Alors, Cordélia de Castellane, c'est la directrice artistique de Baby Dior et de Dior Maison. Elle, alors, c'est une référence. Nul besoin de préciser qu'elle a le bon goût, l'élégance, le don artistique. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui vient de sortir où elle révèle toute sa passion pour le jardin,
qui est vraiment déterminante dans sa vie. Elle va vous donner des conseils. Voilà, ça c'est une jolie idée de cadeau. Et comme à votre habitude, vous avez évidemment testé ce nouveau lieu. Est-ce que ça tient toutes ses promesses? Alors, oui, ça tient toutes ses promesses. Alors, on est dans un lieu extrêmement fleuri, dès la vitrine. Super agréable, ça. Très, très agréable. Ça attire l'œil. De l'extérieur, vous ne pouvez pas le manquer. Et puis, vous entrez, vous avez 2 salles. La salle qui est au fond est plutôt réservée à la boutique fleurs, donc de véritables fleuristes, où là, vous avez des compositions qui sont toujours très, très bien fichues, avec des fleurs de qualité, pour certaines qui viennent du jardin de Cordélia. Incroyable. Et puis, alors, vous avez bien évidemment, puisque c'est le concept hybride de la pâtisserie et du fleuriste, vous avez des pâtisseries. Et alors là, vous avez, côté boisson sur l'ardoise, vous avez le thé, les infusions, les cafés, je vous passe les détails. Pour les pâtisseries, on est sous des cloches de verre. Vous avez un choix entre le flan à la vanille, la tarte à la framboise, que moi j'ai dégusté hier. C'est assez classique. Comme ce cadre qui est très à l'anglaise, en fait. On retrouve tous les codes du salon de thé à l'anglaise. Ça fait envie quand on voit cette photo. Avec des motifs fleuris, des tentures de chez Thévenon, qui est une maison formidable, EPV, qui est au Puy-en-Velay. Tout ça est très chic. Il y a le chien, je veux dire le chat, mais c'est un gros chien, on ne peut pas le manquer, qui est de la maison. Il y a une ambiance plutôt assez décontractée. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de touristes. D'accord. Parce que c'est très, très repéré. Le côté à l'anglaise plaît beaucoup. Mais moi, je vous conseille d'inviter votre maman en semaine. Un moment où c'est plus calme, moment un peu privilégié. C'est vraiment hors du temps. C'est vraiment une vraie pause agréable. Et vous avez aimé ce que vous avez mangé dans l'assiette? J'ai trouvé que c'était vraiment bon. J'ai trouvé que c'était bon. Et puis ça reste super abordable. C'est de la pâtisserie. Alors super abordable. J'ai vu que beaucoup de gens s'étonnaient du prix. Ah, d'accord. C'est entre 6 et 7 euros. C'est pas de la vente à emporter. On peut l'emporter d'ailleurs. Mais moi, je trouve que dans le cadre, avec un service qui reste assez convivial, on est plutôt dans une fourchette de prix germano-pratine. On peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est joli la manière de le dire. Vous avez également une autre adresse, Laurence, dans le 9e arrondissement. Ça s'appelle Les Artisans avec un Z. Les Artisans, une enseigne connue créée par le chef pâtissier Mathieu Mondard, qui a travaillé au Georges V, au Café Pouchkine, et le chef Patrick Canal qui est passé à la Tour d'Argent et au Bristol. Ce Coffee and Flowers a une spécificité et elle intéresse de plus en plus de monde. Mais oui, de plus en plus de monde. Alors, c'est effectivement un duo qui a plusieurs restaurants. Et la rue des Martyrs, qui est devenue la rue où on a en ce qui concerne la food, toutes les adresses tendances. Tout est au même endroit. Voilà. Et bien, eux, ils ont comme spécificité. Alors, c'est plutôt une boutique et une pâtisserie à emporter. Comme vous pouvez le constater, il y a très peu de chaises. On fait le trottoir. Elles sont sorties par les beaux jours, ça reste, disons, des tables alibi. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils font de la pâtisserie végane. Oh. Et cette pâtisserie végane, pas simple, donc, ça, non on se dit, moi je me suis dit, oh là là, vous me connaissez, ça va manquer de saveur, on va s'ennuyer. Aucun ingrédient animal, donc pas de beurre, pas de lait, et ben pas du tout, c'était excellent. C'est vrai, vous avez testé quoi? Maison, j'ai testé la banana, alors, ils ont appelé la banana libre, c'est un intitulé. Il y avait du chocolat, du caramel salé, bon, les bananes étaient flambées au rhum, un peu de coco. La présentation était amusante, il y avait une miniature de banane, je crois en pâte d'amande. Franchement, ça faisait très très bien l'affaire, c'était délicieux. J'ai même eu envie, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai eu envie d'en découvrir d'autres. Ils ont un Paris-Brest, ils ont un baba au rhum avec de la pistache. Et je me suis dit que j'y reviendrais parce que c'était vraiment, vraiment intéressant comme proposition. Et ça notamment fait très envie. Pour ceux qui sont très attachés au vegan, c'est une proposition de très grande qualité. Vous avez dit un mot-clé pour moi, vous avez dit pistache. Alors la semaine dernière, vous m'avez fait tester ce chocolat dont tout le monde parle, garni notamment à la pistache. C'est vrai que la pistache est ultra tendance. Est-ce que vous l'avez retrouvé dans les créations qui sont imaginées en ce moment par les grands pâtissiers, notamment bien sûr pour la fête des mères? Quand on voit les cours qui ont flambé, mais c'est incroyable le prix. Ça a pris 30%, donc c'est... les gens font attention quand même aujourd'hui, on fait tous quand même un petit peu attention. Alors, je parle de ça, c'est une parenthèse. La fête des mères, c'est justement le moment où il ne faut pas être radin et chiche. Mais bon, en pâtisserie, on a surtout trouvé cette année des fruits rouges. Alors, on va me dire, c'est la saison, c'est bien normal. Alors oui, on a des fraises, on est en plein cœur de saison. Et puis alors, surtout, la nouvelle tendance, c'est la framboise. D'accord. Beaucoup de pâtisseries à la framboise, aux framboises. Il y a une raison ou c'est de la création? Alors moi, je trouve que c'est le début de la saison en plus. Eh bien, il y a un petit retour, c'est-à-dire que par exemple, sur l'exemple avec Geoffrey Cagne, sur le fraisier, on connaît tous le fraisier. Il fait un framboisier. Le nouveau fraisier, ce serait bien le framboisier. D'accord, en fait. Ok. Alors on retrouve absolument la recette assez classique. D'ailleurs, je vois que pour la fête des mères, il y a des choses
classiques, mais qui ne sont, je veux dire, elles sont efficaces. C'est indémodable. Elles font plaisir. Oui. C'est un peu comme la cuisine de bistrot, on est toujours content d'y revenir. Et là, c'est vraiment garanti parce que vous avez une recette classique avec quand même 2 petites choses intéressantes qui se sont ajoutées, qui sont la fleur de sureau. Ça, c'est sur la décoration. Super délicat. Vous voyez, ce goût tout très à fait. sucré, délicat. Et puis la fleur d'oranger. Il y a une crème à la fleur d'oranger. C'est très bon. Autre classique de la pâtisserie qui a été une vraie source d'inspiration quand même, c'est la charlotte. La charlotte, alors la charlotte, par exemple, chez Angelina, Oui. la charlotte, lui, le pâtissier, chef pâtissier qui s'appelle Christophe Appert, lui, voilà, on est sur un nuage de charlotte, Elle est jolie, évidemment, à la framboise. Ça a l'air très meringué, très léger, c'est le cas Oui, ou ce pas sont du les tout petits biscuits, ce sont des D'accord, biscuits ok. cuillère. On est sur une recette là encore assez classique, mais ça fonctionne formidablement. Et puis vous pouvez la déguster dans tous les salons de thé Angelina. Là, les fleurs, on les retrouve plutôt en décoration Ouais, tout sur à les fait. pâtisseries ou à emporter également. Et il y a même pouvez des les petites emporter. créations glacées. C'est vrai que c'est bien, c'est agréable. Des fois, après un repas un peu lourd de famille, on sait que la fête des mères, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille. Une création glacée, Vous peut-être. pensez à Claire Hetzler. Ah oui, elle est talentueuse. Elle est hein. brillante. Tout Et à fait. alors, moi, j'ai effectivement beaucoup aimé. Alors, elle fait des gâteaux aussi, elle propose des gâteaux, mais on a surtout cette verrine glacée à emporter. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est la glace à la verveine. La glace à la verveine, vous savez, c'est ces notes un petit peu citronnées, assez florales. C'est hyper Qui rafraîchissant. s'harmonisent très bien avec ce confit glacé de framboise. Et idée à retenir, elle met un émietté de crumble. On se fait ça à la maison. Pourquoi faire ajouter un petit émietté de marche super crumble bien. sur une glace quelconque? C'est vraiment une bonne idée. Alors, on recule devant rien pour la fête des mères. Et il y a même les plus... vous avez pensé finalement aux plus matinaux. Et vous avez trouvé l'attention gourmand qui va faire craquer une épicurienne. Et ce, dès le matin, c'est le croissant. Mais évidemment, pour la fête des mères, c'est pas n'importe lequel. Bah non, c'est pas n'importe lequel. Alors, à croire maintenant que le croissant peut plus sortir avec son petit plissé, j'allais dire nature, c'est le feuilleté. Alors maintenant, il y a les falbalas, il y a tout. Il en fait des tonnes, notamment chez Christophe Adam, qui est le fondateur de l'éclair de génie. Alors vous avez au cookie, vous avez à nouveau la framboise, Ouais. on y revient, le chocolat. Vous voyez, comme ça, ils sont décorés. C'est de vraies Et c'est pâtisseries fourré, maintenant. Et c'est fourré en plus avec l'ingrédient qu'on a dans les éclairs au café chez pas Christophe mal. Adam. Franchement, c'est assez amusant, ça attire l'œil et ça fonctionne. Ça fonctionne. Une autre piste du côté du Sofitel, le script Paris Opéra, qui propose de la haute croissanterie. Oui, de la haute croissanterie, c'est un concept qui date de 2024, c'est assez D'accord. récent. Et alors, à Paris, c'est Louise Rio qui a conçu ces petits croissants pour la fête des mères. Alors, c'est un format assez petit, Ouais. on peut en prendre plusieurs. Ils sont vendus à 5 €. Et alors là, vous avez aussi beau, une association très, très, très agréable. Il est fourré à la rhubarbe, donc on retrouve l'amertume. Le feuilleté est très léger. Et puis, on retrouve ces petites feuilles de rhubarbe qui ont été travaillées et une ganache à la verveine qui apporte aussi cette fraîcheur. Je trouve que c'est une jolie alternative, puis c'est surprenant, c'est très féminin, C'est magnifique. c'est joli comme tout, et vous êtes à 5 €. Donc Très c'est assez abordable. raisonnable. Voilà, faut se lever tôt pour aller les chercher. Vous avez raison. Les apporter au petit déjeuner. Et pour les plus créatifs, on peut même le personnaliser, le croissant. Mais oui, alors sur Internet, j'ai cherché, je me suis dit, est-ce qu'il existe des façons de le personnaliser? Ben oui, il y a un site notamment qui est à Dijon. Vous qui savez quand s'appelle même que c'est ma Maison ville du de pain naissance, pour demain. Laurence. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc ils ne font que des bonnes choses par Mais que des bonnes essence. choses. Par Alors, essence. notamment, vous pouvez commander votre croissant. Alors ensuite, il y a une petite pâte d'amande qui vient recouvrir avec un petit message. Bon, ça, c'est trop mignon. Après, moi, je me disais, franchement, vous demandez à vos enfants de faire avec de la pâte d'amande un petit cœur, un petit dessin. C'est une un super moment idée. partagé. Et puis voilà, ça Et puis ça fait fonctionne. l'affaire très bien aussi. Allez, on conclut avec l'art de la table. Vous nous suggérez comme cadeau d'offrir un ticket pour le salon Révélation qui a ouvert hier et qui se déroule jusqu'à dimanche au Grand Palais. Pourquoi cette idée? Mais parce que alors franchement, c'est un salon qui est formidable. Il y a 550 créateurs, artisans d'art, manufactures, artistes qui sont exposés. Ils viennent de 35 pays. Et juste pour se concentrer ou se contenter, j'allais dire, des souffleurs de verre et des céramistes, vous allez avoir un monde merveilleux de création. Là, vous avez un jeune homme qui est canadien, qui s'appelle Charlie Larouche Potvin, qui fait une verrie que j'ai rarement vue. C'est très sublime, original, ouais. plaisir des yeux absolu. Et puis, vous avez aussi Marie-Victoire Winkler, qui, elle, fait plutôt des vases. D'accord. Et qui sont aussi de toute beauté, en céramique. Franchement, il faut aller se balader. Déjà, le lieu est incroyable, parce que c'est le Grand Palais. Ils reviennent au Grand Palais cette année. Et vous allez avoir des milliers d'idées, si ce n'est pour l'achat, mais aussi pour simplement se faire plaisir, aller Puis découvrir c'est une super sortie des savoir-faire. avec notre maman, en plus. Formidable. Et puis, quand vous avez un vase, vous pouvez y mettre le bouquet que vous lui aurez offert. Et alors, bon, moi, j'ai appris que la fleur de la fête des mères, c'était l'œillet. D'accord.
pensais que c'était la symbolise pivoine, moi. l'amour pur, mais vous avez raison, en fait, la pivoine, c'est celle qu'on Moi, j'ai préfère. toujours des pivoines. C'est celle qui est la plus vendue pour la fête des mères. Et moi, je préfère l'esthétique de la pivoine. Je suis assez d'accord avec vous. Ça, Bon, là, vous n'avez merveilleux. plus aucune excuse, grâce à Laurence Saloche, aucune excuse pour réussir la fête des mères et faire le plus beau cadeau possible à votre maman. Merci beaucoup, ma chère Laurence, pour ces très belles idées. Et puis demain, vous retrouvez Damien Canivez à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée.